effectivement. Peut-être juste une réaction, Sébastien Huyghe qui dit Éric Zemmour n'est pas fréquentable pour la droite, il faut élever une digue. Et vous dites l'inverse, vous dites je ne pense pas, je récuse ceux qui ont pris dans ma famille politique Zemmour pour cible. Je crois en effet que c'est une erreur. Éric Zemmour, il est le symbole d'un phénomène que je sens dans nos territoires, dans ma circonscription, dans ma ville depuis des années. Aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens nourrissent des peurs de l'avenir, une peur identitaire. Ils ne savent pas si demain la France sera toujours la France. C'est les mots d'Éric Zemmour. Une peur sociale aussi. Ils ne savent pas si leurs enfants, si nos enfants vivront mieux que nous avons vécu. On a toujours vécu dans un pays guidé par le progrès où les enfants vivaient mieux que les parents. C'est plus le cas aujourd'hui. Et une peur aussi très forte chez les jeunes pour l'avenir de notre planète, pour savoir si nos petits-enfants pourront toujours vivre sur cette planète. Donc il y a ces inquiétudes. Aujourd'hui, Éric Zemmour en parle, et moi ce que je dis, je dis que je conteste ceux qui récusent le constat qu'il fait. Ce constat, il est au cœur des préoccupations de nos concitoyens. Mais comment vous faites la différence, Éric Ciotti? Alors à ce moment-là, vous dites... Je vais tout de suite avec Éric Zemmour. Oui. Comment vous pouvez exister en disant qu'il aurait raison sur tout? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je conteste aujourd'hui le positionnement qui dit on n'a pas les mêmes valeurs, on ne fait pas le même constat. Vous avez les mêmes valeurs qu'Éric Zemmour? Je partage beaucoup de ses convictions. Éric Zemmour, je le connais depuis très longtemps, comme beaucoup des hommes politiques. C'était un journaliste. Il a une vision, un attachement à la France que je partage, ce qui pour moi est essentiel. Et il souhaite que la France dont nous sommes les héritiers, une France des Lumières, une France judéo-chrétienne, demeure fidèle à ce qu'elle a toujours été. C'était le discours du général de Gaulle. Attendez, Éric Ciotti, quand je vous entends, vous savez à qui je pense? Vous savez que je pense dans le... Non. Quand je vous entends, je me dis, mais en fait, il est en train de parler de son candidat. Il ne parle pas comme candidat, il parle de celui qu'il défend comme candidat. C'est ça que vous êtes en train de faire. Terminer. Il y a ce constat. C'est pour ça que Éric Zemmour progresse. C'est pour ça qu'il a ce succès. Et nous, notre devoir, c'est de répondre à ces inquiétudes. Et on peut le faire avec beaucoup plus d'efficacité qu'Éric Zemmour, avec un programme très précis, parce qu'aujourd'hui, on ne connaît rien du programme d'Éric Zemmour. On ne connaît rien. Il n'est pas candidat. On ne connaît rien de... Oui, il est quasiment candidat. On ne connaît rien de son équipe. On ne connaît rien de son calendrier, de sa capacité demain à conduire une équipe qui redressera la France, qui redressera l'État France, qui remettra la France en ordre, parce qu'aujourd'hui, la France, elle est en désordre. Et tout ça, c'est là la clé. C'est là qu'on fera la différence. C'est pas sur des questions usé, éculé, de valeurs, Pétain, non, pas Pétain. Pétain, ça ne vous choque pas. C'est une faute, bien sûr que ça me choque. C'est une faute, mais... Enfin, c'est important quand même. Quand dans ses livres, il parle... il parle évidemment de Pétain, qui aurait sauvé les Juifs français et pas les Juifs étrangers. Quand il parle de DSK qui est menotte entre les deux, et qui... c'est un renversement de 1000 ans de culture royale et patriarcale française, c'est une castration de tous les hommes français. Quand il dit, Vichy a protégé les Juifs français, tout ça, ce sont vos valeurs. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a naturellement des oppositions fortes là-dessus, sur cette approche historique que personnellement je conteste et je ne partage pas, sur la vision de la femme. Je l'ai dit le jour même, vous avez repris les images du grand jury LCI, RTL, LCI, où j'ai dit entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, parce que moi, je veux aller dans cette campagne avec un langage de vérité. Je crois que les Français ne supportent plus une classe politique qui vit dans l'entre-soi, qui se ment à elle-même, qui ne dit pas la vérité. Donc, la vérité, c'est que vous avez des valeurs pareilles ou des valeurs différentes? En tout cas, je crois que sur l'histoire, ça c'est les valeurs, l'histoire. L'attachement et la vision qui est faite de l'avenir de notre pays et aujourd'hui de son déclin, je partage cette analyse. Sur l'analyse qui est faite, vous citez des exemples, je suis en opposition. Mais après, sincèrement, on peut quand même difficilement faire un procès en antisémitisme à Éric Zemmour. Tout ça est quelque peu ridicule, permettez-moi de le dire. C'était quelque peu ridicule. C'est vous qui le dites, mais enfin, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites.
Oui, c'est vous qui le dites. Je le confirme. Mais c'est une question, c'est-à-dire ces positions peuvent choquer, y compris un grand nombre de Français et de Français juifs aussi, et peuvent totalement les choquer. Et elles ont des aspects, en effet, très, très choquants. Mais je crois que, voilà, aujourd'hui, ce qu'attendent les Français, c'est ce que comprennent peut-être pas les commentateurs, voire petite classe médiatico-politique qui souhaite faire l'élection. Les Français, eux, ils veulent des réponses à leurs problèmes et à leurs inquiétudes. Et tant qu'on ne répondra pas à ça, eh bien, on sera... Aujourd'hui, on laissera prospérer d'autres candidats. Mais sur le Moi, fond... ce que je souhaite, sur la forme, si on veut continuer à parler d'aspects un peu politiciens qui exaspèrent nos concitoyens, mais je crois que les seuls candidats, et je me mets à l'intérieur, qui pourraient battre demain Emmanuel Macron, sont issus de la droite républicaine. Voilà, j'en suis profondément convaincu, je le dis. Mais pour autant, pour gagner, il faudra demain être au cœur d'un rassemblement. Il faudra convaincre des Français qui nous ont quittés pour aller chez Marine Le Pen, qui nous ont quittés pour aller chez Éric Zemmour. Qu'a fait Nicolas Sarkozy en 2007 quand il a gagné ? Personne d'autre avant lui n'avait autant réduit le score de Jean-Marie Le Pen. Alors donc, parce qu'il n'a pas insulté les électeurs, parce qu'il a proposé des solutions, parce qu'il a été efficace quand il était ministre de l'Intérieur. On gagnera par l'action, par les propositions et pas par les anathèmes. J'entends très bien. Mais je ne fais pas d'Éric Zemmour une cible. Moi, j'ai mes propositions, mon programme. Je pense qu'Éric Zemmour ne peut pas gagner face à Emmanuel Macron. Moi, je souhaite que demain, on change de président de la République parce que l'actuel président de la République a abîmé le pays que j'aime. Je crois qu'il ne lui a rien apporté. Et s'il arrivait dans un sondage au deuxième tour, Éric Zemmour, alors posons les choses très, très, très cash. S'il arrivait dans un sondage au deuxième tour, Éric Zemmour, vous diriez, il peut gagner et donc je le rallie ? Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il puisse gagner au second tour, justement. C'est tout le cœur de mon analyse. Je viens de vous dire à l'instant que je considère que seul un candidat issu de la droite républicaine, pour autant qu'il ait des convictions fortes, qu'il ne s'excuse pas d'être de droite, pour autant qu'il ait un programme en rupture, qui coupe le robinet d'eau tiède, pourra gagner. Et c'est ce que je veux proposer dans cette campagne. Mais vous ne me trouverez pas sur des débats qui n'intéressent pas les Français et qui ne font que progresser Éric Zemmour. Parce que vous constaterez que plus il y a des procès contre lui médiatiques, plus il progresse. Ça veut dire que les Français n'acceptent plus ce genre de discours. Voilà. Et moi, je reviens à l'esprit de la campagne de 2007 où Nicolas Sarkozy avait les mêmes procès, avait les mêmes attaques. Rappelez-vous quand il a annoncé le ministère de l'identité nationale, ce qu'on n'a pas dit de lui, quand il a eu des propositions. Ce qui s'est passé, c'est que peut-être certains ont dit qu'il n'était pas allé jusqu'au bout et qu'il n'avait pas fait suffisamment dans ce domaine à l'arrivée. Ça, c'est après. Oui. C'est d'ailleurs un peu, moi... Votre critique aussi. C'est pas une critique, mais je dis que si Nicolas Sarkozy a perdu en 2012, c'est pas parce qu'il est allé trop à droite, c'est peut-être parce qu'il n'est pas allé assez suffisamment. Éric Ciotti. Donc, c'est ma vision. Vous me connaissez depuis longtemps. Bien sûr. Et j'ai toujours eu la même constance et les mêmes valeurs. Mais la question, c'est de savoir si, en disant Éric Zemmour a raison sur le constat, vous l'aidez ou vous vous aidez à vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous rendez service à votre parti ? Alors peut-être vous pensez qu'à votre candidature, vous pourriez rendre service parce que vous parlez aux électeurs d'Éric Zemmour possible et vous les amenez vers vous. Mais sinon, un parti qui dit du bien d'un adversaire qui, dans les sondages, lui pique ses électeurs, c'est quand même très particulier. Parce si vous ne dites pas « je suis différent », ils vont tous aller chez lui. Et donc vous perdez votre différence. Je crois qu'en politique, il faut dire la vérité et qu'il faut être sincère. Et quand les problèmes qu'évoque Éric Zemmour, moi, je suis député depuis 2007, je les ai évoqués dès ma première intervention à l'Assemblée nationale. C'était au mois d'août 2007, on avait un texte sur l'immigration. À l'époque, il y avait un amendement sur Donc le regroupement. Je le disais avant lui. Il y avait un amendement sur le regroupement familial où on proposait notamment qu'il y ait des tests ADN. Voilà, il y a eu un débat à l'époque. J'étais orateur du groupe UMP à l'époque à l'Assemblée nationale. Donc, je disais la même chose. Ça ne sert à rien de nier les problèmes. Et les Français ne supportent pas si Éric Zemmour ou un autre dit une vérité,
je crois qu'il est stupide de vouloir, par tactique, dire le contraire. Après, notre responsabilité, elle est très différente d'Éric Zemmour. Encore une fois, nous sommes issus de la famille gaulliste, nous sommes un parti de gouvernement, nous sommes les seuls... Là, l'histoire compte quand même. L'histoire avec un grand H compte. Nous sommes les seuls. De Gaulle et Pétain, c'est pas tout à fait la même chose. Je le crois, profondément. Moi, je suis issu d'une famille gaulliste. Bien sûr. J'ai été élevé dans l'amour du gaullisme, du général de Gaulle. J'ai adhéré au RPR à 16 ans. C'est mon parcours personnel, familial, politique, et j'appartiens, et j'ai toujours appartenu à la même famille politique. Mais aujourd'hui, je dresse le constat d'un pays qui va mal, et il faut des solutions. Alors j'aimerais qu'on en parle plutôt que parler de celle d'Éric Zemmour en permanence. Je suis d'accord. Parce que c'est aussi, excusez-moi, mais vous qui entretenez ce climat, parce qu'aujourd'hui, on n'a qu'un débat à partir des idées, des propositions d'Éric Zemmour. Et ça la vie politique, elle ne se résume pas à ça. Ah mais voilà, je suis tout à fait d'accord. Mais ce qui est juste un mot quand même sur le fait que vous ayez une procédure de désignation compliquée et qui vous fait perdre du temps dans cette bataille des idées. Est-ce que le 4 décembre, lorsque le Congrès décidera du candidat des Républicains, vous vous engagez à dire, quoi qu'il en soit, je le soutiendrai, si ce n'était pas vous, si c'est un autre. Et aujourd'hui, vous dites, quel qu'il soit, je serai derrière le candidat LR. J'ai signé d'ailleurs, j'ai adressé un courrier en ce sens, qui est l'acte de candidature, au président de notre famille politique, Christian Jacob, aujourd'hui. Il y a cet engagement qui est stipulé, bien sûr. Donc, vous vous engagerez à soutenir celui qui sera désigné à l'issue du Congrès. Bien sûr, voilà. Et ce que je souhaite, c'est que naturellement, tout le monde soit rassemblé et qu'on choisisse quelqu'un, et j'espère être celui-là, et je me bats pour être celui-là, qui rassemble le plus largement possible. Et je le crois sur des idées fortes. Voilà, Et vos parrainages, vous les avez déposés. Valérie Pécresse doit les déposer demain. Je les déposerai à la date qui est définie, c'est-à-dire le 2 novembre. D'accord, mais donc vous les aurez sans problème. Vous représentez une fédération qui fait 10% du corps électoral du Congrès. Vous considérez que vous aurez un score, je dirais, respectable, ou peut-être, bon, voilà, vous y allez pour gagner, j'imagine, mais est-ce que... Bien sûr. Et est-ce que vous positionnez... Moi, je me sens en adéquation avec les militants de la famille politique que j'ai toujours servi, que je n'ai jamais bien sûr quitté et dans laquelle je resterai toujours fidèle. Voilà, on a eu des épreuves dans notre famille politique, nombreuses depuis 2012. On a eu des crises, on a eu aussi des succès, mais moi, ma ligne, c'est une ligne droite, dans tous les sens du terme. Je crois qu'on a besoin d'une droite forte et fière dans notre pays, mais on a aussi besoin de clarté dans les alliances. Je l'ai dit, c'est un aspect de mon programme. Moi, je porte des valeurs dans cette campagne. La nécessité de restaurer l'autorité, la liberté pour créer de la richesse, pour arrêter avec l'assommoir fiscal. Je porte des valeurs d'identité, autorité, liberté, identité, puis une méthode, la clarté des alliances. Aucune alliance avec la Macronie. Et je demande à ce que chacun s'exprime là-dessus aussi, dans les engagements. Je propose aussi une méthode de vérité, je l'ai dit tout à l'heure, et de courage dans l'action. Parce que ce qui nous a manqué quelquefois, vous l'avez dit tout à l'heure dans le constat, c'est la conformité entre les paroles avant une élection et les actes après. Eh bien, moi, je veux qu'il y ait cette vérité. C'est pour ça que je propose qu'on recourt comme méthode de gouvernement quasi systématiquement au référendum, enfin en tout cas de façon beaucoup plus fréquente, pour dire aux électeurs qui ne croient plus en la parole publique. Alors, si demain on y est, c'est vous qui déciderez, dès le mois de juin, le jour des élections législatives, sur un référendum constitutionnel sur des sujets essentiels, l'immigration, l'autorité notamment. Alors on va voir que Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Marine Le Pen aussi demandent on va regarder en même temps que je parle, demandent aussi des référendums sur l'immigration et des référendums constitutionnels, tous. Donc d'une certaine façon, on assiste à des propositions qui sont quasi similaires, en l'occurrence. Je me réjouis qu'on vienne sur mes propositions. Vous savez, la proposition de loi constitutionnelle en matière d'immigration, je l'ai déposée en 2017.
Voilà, donc elle est à l'Assemblée nationale, vous pouvez la vérifier, elle est enregistrée sur le bureau de l'Assemblée nationale. Voilà, donc... Alors, Nicolas Sarkozy, ce soir, sur une autre chaîne, vient de dire que ce n'était pas une bonne idée de passer par le référendum, notamment sur l'immigration. Pour une fois, permettez-moi, je ne serai pas d'accord avec lui, parce que, je le dis, c'est une question de... D'abord, aujourd'hui, nous avons des obstacles constitutionnels en matière d'immigration qu'il faut surmonter. Parce qu'on est entravé par des conventions internationales, par la Convention européenne des droits de l'homme, qui fait qu'on doit être contraint à un regroupement familial. Je propose de le supprimer. En tout cas, d'arrêter son caractère automatique. On ne peut pas expulser de notre territoire certaines personnes. Rendez-vous compte qu'on est obligé de garder sur notre territoire des terroristes qui ont fini de purger leur peine, qui sont en situation irrégulière, mais qu'on ne laisse pas renvoyer vers l'Algérie parce qu'ils seraient menacés en Algérie. Voilà, on en est dans cette aberration où la France paye des nuitées d'hôtel, quelquefois depuis plusieurs années, dans des départements un peu ruraux de notre pays pour cela. Donc à un moment, il faut lever ces obstacles. Est-ce qu'on peut le faire simplement par le Parlement ? On a échoué à le faire jusqu'à aujourd'hui. Donc, on sait que sur ces sujets, quand on interroge les Français, qu'ils soient de droite ou de gauche, près de 80% sont d'accord. Qu'est-ce que vous feriez ? Il faut les laisser parler. Moi, j'ai confiance au peuple et j'ai confiance dans le peuple de France. Et il faut qu'il puisse s'exprimer parce que... Mais il s'exprimerait éventuellement par une élection. Donc on le référendum... On ne lèvera pas les obstacles. Mais je ne suis pas sûr que la classe politique arrive à surmonter les obstacles. Il faut du courage. Et je sais que les Français ont ce courage. Et si on leur dit ça, eh bien je crois qu'ils retrouveront aussi le chemin de la confiance. Donc le référendum, c'est une façon de passer au-dessus de la Constitution d'aujourd'hui. C'est une façon de la changer. De la transformer, de la changer. Soit par l'article 89, soit par l'article 11. L'article 11, c'est ce qui a finalement créé la Ve République, l'élection du président de la République au suffrage universel, c'est l'article 11. Si vous étiez... C'est le général de Gaulle. Si vous étiez Éric Ciotti aujourd'hui au pouvoir, on a vu qu'il y avait de grandes difficultés à renvoyer dans leur pays un certain nombre de délinquants, de radicalisés. Voilà, c'est ce qu'on appelle les OQTF, les obligations de retour. Là, la semaine dernière, Emmanuel Macron a dit... En riposte, en quelque sorte, face à ces pays qui ne veulent pas en recevoir suffisamment, je diminue de 50% les visas accordés. Bon. Vous feriez quoi ? Très bien. Non, mais vous feriez quoi ? C'est-à-dire, vous voyez que les pays ne veulent pas les reprendre. Qu'est-ce que vous faites ? Il y a des moyens de coercition. Quand Emmanuel Macron annonce cette décision, très bien, je serais incohérent de ne pas la saluer. J'ai défendu quasiment depuis 10 ans, chaque année, ces amendements sur tous les textes dont on a été saisi à l'Assemblée nationale sur l'immigration. Ils ont été systématiquement refusés par les majorités socialistes et par les majorités macronistes, qui d'ailleurs sur ces sujets ont eu une position très identique. Encore récemment, sur un texte immigration, j'ai défendu cette immigration conditionnant l'aide à ces pays, pour le coup des aides économiques, au fait qu'ils aient une politique différente sur le retour de leurs ressortissants. Mais concrètement, si on se fâche totalement avec ces pays... On est à la fin du quinquennat. Et c'est maintenant, alors que sur le quinquennat seront rentrés environ 2 millions d'étrangers en situation légale... C'est le même chiffre qu'Éric Zemmour. Il y a à peu près... Bah oui, mais c'est le chiffre réel. Pourquoi ? Parce qu'Éric Zemmour dit un chiffre Non, mais on l'a fixé à 1,7 million avec les vérificateurs de TF1 LCI, on était à 1,7 million, mais c'est déjà, beaucoup. Je vais jusqu'à la fin de 2022. Donc là-dessus, on a à peu près 900 000, 900 000 en situation irrégulière. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a un problème en période électorale. C'est comme sur la sécurité. On nous annonce une grande loi qui ne sera même pas votée puisqu'elle ne sera présentée qu'à l'Assemblée en janvier. Donc tout ça, c'est la campagne électorale de M. Macron. Mais Éric Ciotti, encore une fois, mais pourquoi il n'a pas fait depuis 5 ans ? D'accord, mais c'est complexe. Non, c'est assez simple ça. Sur les visas, c'est assez simple. Oui, mais du coup, l'Algérie nous empêche de survoler son espace aérien pour les opérations Barkhane. On dépend du gaz pour l'Algérie. Qui pose aucun problème. Par ailleurs,
On a des relations. Aussi dépendent de nous pour le gaz, parce que si on n'achète plus le gaz algérien... Oui, mais enfin, il y a beaucoup de demandes pour le gaz en ce moment. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout est complexe et intriqué. Et on peut prendre des décisions, et ça s'entend très bien, montrer un peu d'autorité et de force, mais en même temps, il faut après gérer les inconvénients et les conséquences. Mais... Je pense à autre chose. On a des relations privilégiées avec les pays du Maghreb. On se met en conflit sur ces questions-là. Ça s'entend, puisqu'on veut renvoyer ces délinquants. Mais si on laisse cet espace des pays du Maghreb francophones aux Chinois, à d'autres puissances, parce que justement on se met en conflit, comment on gère? Vous voyez ce que je veux dire? C'est la suite. C'est pas seulement de prendre une décision. C'est après qu'il y a des conséquences. Je ne crois pas que la faiblesse ou la naïveté ou le déséquilibre dans une relation internationale soit gage d'efficacité. On a une histoire avec ces pays. On a une histoire commune qui d'ailleurs a été contestée par le président Macron. Mais la France a beaucoup apporté à ces pays. Et je crois que ces pays sont attachés à la France. Mais il faut une relation équilibrée qui ne soit pas naïve. C'est pour ça que je propose aussi de revenir sur les accords d'Évian de 62, mais surtout sur la convention qui fait qu'il n'y a pas de visa pour les Algériens. Il y a des certificats de séjour administratif qui facilitent l'entrée notamment des Algériens. On estime qu'il y en a environ 800 000 aujourd'hui sur notre territoire. Donc je crois, c'était d'ailleurs... Nicolas Sarkozy y avait réfléchi, on n'est plus dans le temps de ces accords. Donc il faut restaurer une relation plus équilibrée, plus responsable, qui ne peut pas faire de la France un pays totalement naïf. Voilà, donc on a aussi l'exigence de savoir qui on souhaite accueillir sur notre territoire aujourd'hui et surtout renvoyer ceux qu'on ne veut pas, notamment les délinquants ou ceux qui nous menacent. Et là, on a... Vous savez, moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est la déliquescence de l'État régalien notamment, de l'État qui est... L'État est fait pour quoi? Pour nous protéger. L'État, c'est quoi? C'est l'armée, c'est la justice, c'est la police d'abord. Personne ne peut faire ça à la place de l'État. Et cet État, en 50 ans, il s'est considérablement affaibli. Il est devenu squelettique, il est devenu rachétique, alors que l'État social... Notamment par la suppression d'un certain nombre de fonctionnaires. L'État social, il est devenu obèse. Non, pas simplement des fonctionnaires, des moyens. Du temps du général de Gaulle, c'était environ 6% de la richesse nationale était consacrée à ces missions régaliennes. On est aujourd'hui à peine à 3%, c'est-à-dire qu'on a divisé l'effort de protection par 2, alors que les menaces se sont démultipliées. Il faut remettre l'État je dirais, en ordre de fonctionner. Aujourd'hui, il fonctionne mal. Sur nos territoires, l'État n'existe plus. Comment est-ce que vous pouvez être les quartiers sont audible, abandonnés. Éric Ciotti, comment est-ce que vous pouvez être plus audible? Vous le voyez dans les sondages. Xavier Bertrand, 15%. Valérie Pécresse, 11%, c'est un sondage IFOP de LCI, TF1. Vous-même, dans ces sondages, 5%, Michel Barnier, 9%. Bon, vous n'êtes pas audible parce que vous êtes dans des considérations d'élections internes. Est-ce que c'est pas trop tard, le 4 décembre? Je crois pas, parce qu'aujourd'hui... Ça fait 2 mois à partir d'aujourd'hui. Le choix des Français se cristallise de plus en plus tard. On l'a vu dans la dernière élection. Oui, mais il y a une accélération. On l'a vu dans la dernière élection présidentielle. Aujourd'hui, on a une difficulté. Je ne vais pas la nier. Moi, je vous redis que je suis attaché en langage de vérité. On a une difficulté parce qu'on n'a pas l'incarnation... un candidat qui incarne nos valeurs et qui est incontesté et incontestable. Pour l'instant, il n'y est pas. Donc, Christian Jacob a mis en place un processus de sélection. On aurait aimé qu'il y ait un candidat naturel. Bah, il n'est pas arrivé. Vous pensiez à François Baron à l'époque, vous aussi? Notamment. Il n'est pas arrivé. Ou Nicolas Sarkozy aurait pu être candidat, ou François Barouin. Et dans les deux cas, personnellement, je me serais totalement engagé à leur côté. Ce n'est pas le cas. Donc, il y a un processus de sélection. Est-ce que c'est totalement
rédhibitoire si on fait ça le 4 décembre et qu'on n'a plus aucune chance? Je ne crois pas. Je ne crois pas, parce qu'aujourd'hui, on voit que les Français se déterminent de plus en plus tard et qu'ils feront sans doute leur choix après les fêtes de Noël et sans doute au premier trimestre. On a vu que les lignes bougeaient très, très proches aujourd'hui, de façon très proche d'une élection. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a beaucoup de temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut gaspiller le peu de temps qui nous reste. Là, vous avez 2 mois où vous ferez votre campagne interne, mais en même temps, il faut parler aux Français. Parce que le gouvernement, il parle aux Français. Écoutez Jean Castex, il a parlé aujourd'hui du pouvoir d'achat. Il y avait une manifestation pour l'augmentation des salaires. Et le Premier ministre a dit, en fait, nous, on a fait ce qu'on a pu et on a augmenté le pouvoir d'achat des Français. On l'écoute. Si les prix de l'énergie et du gaz augmentent, c'est à cause de la situation dans un certain nombre de pays, et vous le savez toutes et tous, pour des considérations internationales, et que l'évolution de ce prix auquel nous devons faire face sont totalement insensibles à l'élection présidentielle en France. Nous avons surtout décidé de bloquer les prix du gaz. Ce qui importe, mesdames et messieurs les députés, pour les usagers auxquels, Madame la Présidente, vous avez fait allusion, c'est que leurs factures n'augmentent plus. Voilà, les mesures pour le pouvoir d'achat, la baisse de l'impôt sur le revenu, la suppression de la taxe d'habitation, la revalorisation de la prime pour l'emploi, diverses prestations sociales. D'après le Trésor, un célibataire payé au SMIC gagnerait 170 € de plus par mois qu'au début du quinquennat, par exemple. Voilà, c'est la défense du gouvernement, et on l'imagine d'un candidat Macron qui se déclarerait en février. On fait dire un peu ce qu'on veut aux chiffres. J'ai vu une enquête de Bercy disant qu'il y avait une diminution des impôts, qui oubliait simplement de dire qu'il y avait eu une augmentation de la CSG. Je renvoie à une étude de l'IFRAP qui dit très clairement que sur les impôts directs, il y a eu 250... Les ménages, au début du quinquennat en 2017, se voyaient prélever 250 milliards d'euros, et qu'à la fin du quinquennat, ça sera 270 milliards d'euros. Donc il y a une augmentation. Donc il y a des études, celle de Bercy, je ne suis pas certain qu'elle soit d'une objectivité totale. Est-ce que vous aussi, vous faites une proposition d'augmentation des salaires, comme Xavier Bertrand qui veut une prime de travail, comme Valérie Pécresse, plus 10% en baissant les charges? J'évoquais tout à l'heure cette peur du déclassement. C'est vrai qu'une famille qui aujourd'hui est au SMIC, qui travaille beaucoup, vit de façon très difficile. D'autant qu'il y a ces augmentations, notamment de carburant. Je faisais un petit calcul. Un ménage qui a deux véhicules, qui roule un peu plus de 20 000 km par an, qui travaille en province, où son domicile est assez loin de son entreprise, paiera dans une année 1 500 € de taxes sur le carburant. Donc vous dites qu'il faut baisser les taxes absolument. Donc, moi, je propose qu'on supprime la TVA, puisque la TVA sur les carburants prend pour assiette également la taxe intérieure sur les carburants et les produits énergétiques. Donc on paye un impôt sur l'impôt. Suppression de la TVA. Sur les salaires, c'est une question fondamentale. Moi, je trouve que l'idée d'aller progressivement, de rapprocher le salaire brut du salaire net est une bonne idée. Guillaume Pelletier l'avait proposé. Il a été beaucoup critiqué pour ça. Il avait fait des solutions qui étaient loin d'être aussi caricaturales qu'on l'a dit. Voilà, donc certains de mes amis vont dans ce sens. Xavier Bertrand propose que personne qui travaille gagne moins de 1 500 €. Moi, je suis pour le fait que le salaire net rejoigne le salaire brut sur un quinquennat. Il faut donner une prime, il faut valoriser le travail. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'écart entre ceux qui travaillent très dur, qui se lèvent tôt, qui font beaucoup d'efforts et qui ont du mal à nourrir et à donner une vie agréable à leurs enfants, et ceux qui, par l'addition de multiples allocations, gagnent quasiment la même somme. Cet écart, il n'est plus acceptable et certains ne l'acceptent plus. Donc, il faut que quand on travaille, on ait une récompense qui soit beaucoup plus forte. Et je crois qu'on a du travail dans notre pays. Quand on voit aujourd'hui, c'est
totalement... Un grand nombre d'emplois non pourvus aujourd'hui. Le nombre d'emplois non pourvus dans le secteur de la restauration. Moi, j'ai plein d'amis restaurateurs à Nice. Ils me disent on va être contraint de fermer le restaurant. Et donc la fédération demande et propose une augmentation des salaires. C'est nouveau, ça date d'aujourd'hui. Parce qu'il faut de l'attractivité justement pour ces métiers. Mais il faut revaloriser le travail aussi. Et il faut peut-être un peu dévaloriser l'assistanat. C'est ça la question, parce que pour moi, ce n'est pas sur le même plan. Qu'on aide des gens en grande précarité, brièvement, pour qu'ils sortent de la difficulté, mais pour qu'on les aide à vivre. Vous dites c'est très bien, la loi sur l'assurance chômage qui est entrée en vigueur depuis 48 heures, vous dites c'est très bien. Ça peut aller, ça peut contribuer, mais là encore, on est à la fin du quinquennat, à revaloriser légèrement le travail. Mais quand je vois qu'on a pour proposition que ce gouvernement veut mettre en place un RSA jeune, est-ce que, sincèrement, on n'a pas d'autre perspective que de donner aux jeunes, dès leur entrée dans la vie active, une allocation? Au contraire, il faut les aider à travailler, il faut les accompagner vers le travail. C'est ça la solution, pas l'inverse. Dernière question, Édouard Philippe va lancer son parti la semaine prochaine. Vous vous dites il peut attirer des républicains plus centristes, qui ne sont pas sur votre ligne en l'occurrence, et ça peut vous affaiblir? Je ne crois pas, c'est la tambouille macronienne ça, Édouard Philippe. C'est une des facettes du puzzle d'Emmanuel Macron. On voit bien que les grandes manœuvres sont engagées pour essayer de prendre dans des filets des proies faciles. Bon, ce n'est pas ma conception de la vie publique. Édouard Philippe a quitté notre famille politique, comme d'autres. Voilà, ils ont préféré des places à leurs convictions. La réalité, elle est là. Ceux qui quittent leur famille politique, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, ils doivent payer un prix à ça? C'était différent. Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse ne sont pas allés au gouvernement. Ils n'ont pas été débauchés. Ils avaient des divergences, ils avaient des nuances, mais ils sont restés dans l'esprit dans leur famille politique. Ils ne se sont pas précipités vers des postes ou des places. Vous appelez Xavier Bertrand à aller être candidat au Congrès? Oui, je crois que plus il y aura d'unité et de rassemblement, mais après, je n'ai pas de conseils à lui donner. Chacun mène sa barque comme il le souhaite. L'essentiel, c'est qu'à la fin, et le plus vite possible, on soit tous d'accord. Parce qu'il ne faut pas non plus que les Français se lassent d'un spectacle qui pourrait, alors qu'ils ont beaucoup de préoccupations, un peu les agacer. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur notre plateau. Dans un instant, le débat d'opinion. On y revient. À tout de suite.